Salut les amis et un bonjour chaleureux au public qui nous accompagne. Soyez les bienvenus. Heureux de retrouver toute la bande de nos experts, spécialistes et passionnés. Nathalie Lesage, journaliste éternelle curieuse. Bonjour. Au regard décalé, bonjour. Lauriane Mélière, journaliste. C'est vous qui repérez les grandes tendances dans le monde de l'art et qui jetez des ponts entre le passé et notre présent. Fabrice Mousteau, le boss, le big boss, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine, et notre enquêtrice de choc, Margot Bétou, qui va nous raconter les histoires les plus folles du monde de l'art. Salut les amis, vous avez un mot pour décrire votre état d'esprit et ce dont vous allez parler ? Alors moi, mon mot serait dérangeant en raison d'une exposition qui agite tout Montréal. On s'en reparle. Margot ? Moi, ce serait rêveuse. C'est mon état préféré et je pense que ça va plaire à notre invité du jour. Lauriane ? J'aurais tendance à dire migration en hommage à un musée où je vous emmène à Rotterdam tout à l'heure. Fabrice ? Moi, je vais faire de la migration, du dérangeant aussi. Je vais faire du rangement parce que c'est le bordel dans votre émission, Ali. Et sus au bordel. Sus au bordel ? Bah écoutez, ce sera le mot d'ordre. Et au bonheur de retrouver Charlie au piano. Salut Charlie. Salut. La star de Madame Arthur, Charlie Vaudou. Quelle est ton humeur, ton état d'esprit en ce début d'émission ? Oh, l'humeur du jour, alors moi, tout ce désordre et tout ça, ça m'intéresse pas trop. Moi, je suis plutôt feel good et à la fois super sexy. D'ailleurs, si tu veux avec moi, Nathalie, Si tu viens me chercher au je car, là, crois mon qu'elle est de chez toi. Allez. C'est parti. C'est quoi cet accent? Ouais, j'essaye de faire ce que je peux. Je suis désolé, appropriation culturelle, désolé. You make me feel good. Ta main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice. J'ai Non, pas- ça Merci s'arrête. Charlie. C'est pour ça que je ne chante pas, Ali. On va accueillir notre première invitée ensemble. C'est une artiste qui a tous les talents. César de la meilleure actrice, de Molière de la meilleure comédienne. Elle est aussi écrivaine et désormais réalisatrice. Son film Les Rêveurs sort et Isabelle Carré est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour Isabelle et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente toute la bande. On est très heureux de vous recevoir. Et on va parler de ce film Les Rêveurs et de l'art comme thérapie. Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Mais première question, c'est le rituel. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, à vous Isabelle Carré ? Ah, c'est plus qu'un équilibre. Oui, je pense qu'il y a. Moi, c'est un film qui m'a sauvé la vie. C'est ce que je raconte dans Les Rêveurs. Je pense qu'un film peut vous sauver une soirée, mais il peut aussi vous sauver la vie. Voilà, j'en suis la preuve. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer d'ailleurs à tous les jeunes, parce que c'est pour eux que j'ai fait ce film. Peu importe ce que tu trouves, que ça soit la musique, que ça soit la peinture, que ça soit même le sport, ça peut être un art aussi, le sport, la danse, peu importe. Mais trouve ton truc pour exprimer tes émotions, pour les mettre quelque part. On en a vraiment besoin en ce moment. Et je crois que quand on a ça dans un coin de sa tête, peu importe si tu en fais ton métier ou pas, Oui. ça change tout. Mais vous êtes né dans l'art et vous avez grandi dans l'art. Racontez-nous ça parce que vous avez des parents. Oui, mon Artiste, père était designer, il peignait, il peint toujours, il sculptait, il faisait aussi des dessins japonais, il a beaucoup travaillé au Japon. En fait, Et contrairement à beaucoup d'enfants qui détestent les musées, vous avez passé votre enfance à moi, vous promener dans les musées. passé mon enfance dans les musées d'art moderne. D'art moderne, Voilà. Beaubourg. Surtout Beaubourg, ouais, mais d'autres musées, on y allait tous les week-ends en fait. Et on adorait ça parce que c'était une époque dans les années 70 où il y avait l'explosion, l'arte povera, l'art conceptuel. Donc c'était très amusant de voir un bidet et qu'on nous explique que c'est de l'art. On trouvait ça très rigolo quand on était enfant. Et donc ça vous est marré, une œuvre qui vous a marqué quand vous étiez enfant ?
Ben, moi, j'aimais beaucoup Miro, par exemple. J'aimais beaucoup Miro et sa femme à oiseau. Le génie Qui était espagnol. une espèce de, de grande colonne comme ça. Effectivement, on peut trouver la femme et l'oiseau, mais en y regardant un peu de plus près, faut l'imaginer un peu. On aimait bien ça, nous. En fait, combler, c'est évoquer, quoi. C'est l'évocation qui nous plaisait. Et nous, combler ce qui... Voilà, imaginer d'autres choses aussi. Notre père nous faisait visiter les musées très, très rapidement. Oui. Et on devait choisir une œuvre. Et cette œuvre, on devait l'emporter dans notre tête et dans notre cœur. Et ça, c'était très sympa aussi, parce que du coup, c'était pas chaque moment à regarder. Et alors, Non, un non. mot, parce que vous avez donc passé votre enfance dans les musées, mais vous avez vécu également dans un musée ou un cabinet de curiosité. Décrivez-nous l'appartement familial. Ben, on le voit dans Les Rêveurs. C'était pas rien d'ailleurs le décorateur Nicolas de Boiscuyer. Moi, on s'est vraiment bien amusé. Parce que vous avez grandi, Un appartement entièrement rouge. oui, avec des sculptures, des tableaux. Même les objets étaient rouges. Tout était rouge. Le plafond marron. Ma chambre verte pomme, vive les années 70. Et oui, et plein de sculptures aussi étranges et parfois même un peu violentes. Je me souviens par exemple d'un tableau que mon père avait fait où c'était une mouette prise dans de la boue. Et c'était au moment des marées noires ou alors des corps calcinés comme ça quand il y avait des guerres. Ils traduisaient ça ou des espèces d'énormes Vous dites ça en sculptures. riant. Oui, parce que c'était... J'aimais beaucoup ramener des amis à la maison parce que quand ils rentraient, il y avait toujours ce moment Surprenant. suspendu dans l'entrée, genre oh mais où je suis quoi. Et vous avez Où je passé suis. votre vie à essayer de retrouver cet appartement musée. Exactement. Sans Et jamais y arriver. Je l'ai retrouvé en écrivant le livre Les Rêveurs. Je l'ai retrouvé dans les pages du livre et je l'ai retrouvé En le recréant. en le recréant pour le film. Margot ? Vous adorez les tableaux de la peintre Joan Mitchell. Pourquoi? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Alors, d'abord, quoi, si j'adore spécial tout ce qui est expressionnisme abstrait, surtout américain. Mais j'aime beaucoup aussi, elle a été mariée à Riopelle et j'aime aussi beaucoup Riopelle. Parce que Riopelle, c'était l'amour de sa vie. Et ils Alors pour étaient les à la fois- non-initiés, Fabrice, Alors, Riopelle, c'est le grand maître de l'abstraction lyrique, qui était un courant dans les années 50. 1950. Voilà, mais qui est Et très d'origine. différent des tableaux de Joan Mitchell. Et c'est un couple absolument, c'est sans doute peut-être le couple le plus mythique de l'histoire de l'art. Pourtant, on les connaît peu. On en parle peu de ce couple, mais je suis entièrement d'accord. Moi, c'est un couple qui me fait complètement rêver. Et ils ont quand même des parallèles. Ce que je trouve très beau, à chaque fois quand on regarde, que ce soit les siennes ou celles de John, c'est le rythme, l'énergie que ça donne. Le rythme. Le Dans les rythme de la tableaux. peinture. Ah oui, bah C'est oui, étonnant on sent comme qu'elle- expression, le rythme de la peinture, Isabelle Carré. C'est une peinture musicale. vous C'est avez une raison. peinture absolument musicale et il faut l'écouter avec on peut pas trop dans les musées, mais surtout pas avec les guides, mais avec de la musique jazz, du free Ouais. jazz par exemple. Et c'est c'est des peintures qui donnent une énergie. On sent que tout est jeté, il y a une urgence en fait dans le trait. Et ça, je trouve ça très beau. Quand je vous disais qu'on parlait d'art-thérapie et à quel point tout ce qu'on peut mettre comme émotion, il y a un jeune garçon là qui va venir nous en parler tout à l'heure aussi. Mais on va en parler, de 11 ans, évidemment. Tout On ce va qu'on y peut mettre revenir dans à une peinture l'art-thérapie. et c'est pas juste dessiner comment dire Quelque un chose. visage, quelque chose. Non, c'est une émotion. C'est d'abord une émotion et peut-être avant tout une énergie. Lauriane ? C'est drôle parce que en début d'émission, vous parliez de la façon que vous aviez de visiter un petit peu les musées et d'absorber les œuvres. Dans votre enfance, on vous a donné une règle. C'était la règle des 3-1. Une œuvre, un musée pendant 1 heure. Et c'est vrai qu'à l'heure de la surconsommation, on est un peu bombardé d'images. Ça peut sembler contre-intuitif. Est-ce que c'est une règle qui vous a permis de déguiser votre œil, votre conscience artistique? Et est-ce que vous l'appliquez toujours aujourd'hui? Alors oui, avec mes enfants, je leur dis ça. Je leur dis emportez quelque chose, vous le volez dans votre tête, le tableau ou la sculpture ou voilà, volez quelque chose dans votre tête. Celui-là, il est à vous. Et sinon, on va assez vite et on passe du temps. Quand même, on regarde tout, mais on passe du temps devant ces œuvres volées entre guillemets. Et c'est assez Volées, chouette parce que Mais dans l'imaginaire. ouais, dans l'imaginaire, bien Oui. sûr. non, je suis pas en train C'est une belle idée de voler une œuvre pour soi, de se l'approprier en quelque de se l'approprier, ouais. C'est génial. Ouais. Non, mais c'est une très belle manière de parler d'art. Oui, parce que c'est une façon de le faire sien,
de faire sienne cette œuvre d'art. C'est une façon de dire, OK, peut-être que pour toi, ce sera celle-là, peut-être que pour toi, ce sera celle-là. Mais pour moi, ce qui me parle directement au cœur, c'est celle-là. Et là, on se met devant et on explique pourquoi. C'est quoi qui t'a plu? Alors, parfois, ils n'ont pas envie d'expliquer. Ils ont juste dit non, c'est juste ça. Laisse-moi tranquille avec mon truc. Mais parfois, quand ils expliquent, c'est magnifique. Quelle est l'œuvre que vous voudriez voler réellement pour la mettre chez vous, l'accrocher chez vous? Alors, c'est de John Mitchell, c'est Salut Sally. D'abord, il y a des très belles couleurs, il y a des coulées de peinture, comme si on pleurait de la couleur. J'adore le titre parce que c'est comme si elle disait au revoir à un personnage de son enfance. Enfin, moi, c'est ce que je me suis raconté. J'ai pas regardé ce qu'en disent les spécialistes, mais pour moi, c'est au revoir à une amie d'enfance. Alors, il y a donc un film, Les Rêveurs, dont vous êtes la réalisatrice. Vous êtes passée derrière la caméra et vous incarnez une comédienne qui anime des ateliers d'écriture auprès d'adolescents qui sont souvent, ou la plupart, en très grande détresse psychologique. Les Rêveurs, bande-annonce. Non, je reste pas ici. Si, tu vas rester un petit peu ici. Dimanche, lundi. Je me souviens en CP, quand on apprenait à les écrire. Ces mots voulaient tous dire quelque chose. Mais en fait, ils sont vides. Tout est vide. La Gestapo! Comment ça se passe ce matin? Pourquoi je dois rester ici? Parce que tes parents ont peur que tu recommences. C'est ta première fois, hein? T'as fait quoi? J'ai vidé l'armoire à pharmacie. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez pas autre chose à foutre? Mais qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer à part des cours de cuisine et des médocs? Si je pouvais disparaître. Si je pouvais fondre comme un sucre dans une tasse de thé. Les Rêveurs, c'est un film qui est très fort, Isabelle Carré, qui est très réussi et donc qui évoque cette art-thérapie, la thérapie par l'art. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi est-ce que l'art peut être une thérapie et si c'est quelque chose qui pourrait être généralisé dans les protocoles de soins auprès d'ados qui vont pas bien? C'est déjà le cas. Il y a des endroits comme la Maison de Solène, par exemple, qui utilisent À Paris qui utilisent ça. Plusieurs ateliers, Crée ton parfum, ou un atelier de dessin, un atelier aussi pour devenir journaliste, mais aussi des ateliers d'écriture. Moi, j'en ai donné à la Maison de Solène, et c'est d'ailleurs cet atelier d'écriture qui m'a donné l'inspiration pour cette scène du début de la bande-annonce, où mon personnage rentre dans cet atelier. Tous les visages sont fermés et c'est en disant moi aussi j'ai été internée dans un service psychiatrique comme le vôtre quand j'avais votre âge, que les points se desserrent, les visages se lèvent et qu'on va pouvoir créer des choses, inventer ensemble. Ça s'appelle, je le savais pas mais on me l'a appris depuis, la pérédance. C'est un mot qui a été conceptualisé par Cynthia Fleury, et qui veut dire en fait et clinicienne. Oui, et qui psychanalyste également. Voilà, qui veut dire en fait qu'on est au même niveau. Je ne suis pas un médecin du haut de ma chair, je suis au même niveau que toi. Je connais ton expérience, je sais pas, bien sûr toutes les expériences qu'on traverse les uns les autres sont différentes, mais quand même on a des points communs, il y a des choses dont on peut se parler de cœur à cœur, quoi. Mais moi, Isabelle, j'ai une invitation à vous lancer, puis à vous tous d'ailleurs, qui s'intéressez à l'art-thérapie. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, peut-être vous connaissez, a été un pionnier sur le sujet et a été le premier musée au monde à dédier une aile complète à l'art-thérapie. Donc, pour le public, mais aussi pour la société. Il travaille énormément avec la communauté, avec les services de santé. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette aile, mais je vous y invite. Mais ça paraît assez logique à une heure où, en plus, la médecine devient un peu plus holistique. On a le droit maintenant de prescrire des séances de sport, par exemple. Ça paraît assez logique que l'art, qui est quand même le meilleur vecteur pour exprimer ses émotions et faire sortir à l'extérieur ce qu'il y a dedans, soit recommandé pour des personnes qui en ont besoin. Mais alors expliquez-nous justement, c'est regarder de l'art pour ces ados qui sont en détresse, ou est-ce que c'est pratiquer l'art? J'ai envie de dire les deux, mon général. Tout est bon à prendre. Évidemment, aller voir des films ensemble. Celui-là, j'espère, pourra les aider, puisqu'il n'y a pas encore eu un seul film parlant de pédopsychiatrie. Il y a eu des documentaires, mais de vrais films de cinéma, de films de fiction. Il y a eu une web-série, mais un film de fiction, il n'y en a pas. Donc déjà, être représenté, on sait que c'est très important.
Et moi, ce film, je l'ai vraiment pensé pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir un outil, quelque part, de comparaison. Parce que c'est très compliqué. Bon, on n'en a pas parlé, mais c'est une expérience que j'ai vécue quand j'avais 14 ans. J'ai donc été internée à la suite d'une tentative de suicide à 14 ans. Et c'est dans ce service psychiatrique que j'ai vu un film à la télé. Il n'y avait pas de télé, mais il y avait un de mes camarades qui avait une toute petite télé prêtée par son père. Et j'ai vu un film avec Romy Schneider. J'ai vu son émotion. Je me suis dit, ah ok, l'émotion, ça peut être beau aussi. C'est pas toujours embarrassant et honteux. Et puis après ça, je décide de m'inscrire dans un cours de théâtre. Là, j'ai fait ouf en arrivant dans ce cours de théâtre. Voilà. Et sortir d'un service de pédopsychiatrie et retourner après à l'école, c'est compliqué parce que comment en parler ? Et comment en parler quand vous avez aucune représentation nulle part, ni au cinéma, ni dans des livres? C'est compliqué. Ben moi, j'en ai pas parlé, j'ai eu honte en fait. Et j'en ai parlé à personne. Et quand on me posait la question, je m'en allais, ce qui n'aide pas pour retrouver du lien social et des amis. Et donc, j'espère que les jeunes vont s'en emparer de ce film comme un outil pour ça. Et moi-même, je l'ai vraiment pensé comme un outil pour vous en parler. Merci d'ailleurs de m'inviter. Pour aussi alerter les politiques. Bien sûr. Même si en ce moment, ils ont beaucoup de chats à fouetter. Mais n'oubliez pas, personne ne parle des jeunes et personne ne parle de cette urgence-là. Et moi, ça me rend dingue parce que pendant ce temps-là, il y a des enfants qui font l'effort d'aller dans un service de pédopsychiatrie. Ça demande un effort énorme. Et on leur dit, reviens dans 2 ans. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci pour ces paroles fortes. C'est vrai que Les Rêveurs, c'est un film qui est important pour les adolescents. Justement, Charlie, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, l'adolescence ? Alors, déjà, je veux dire que je suis très touché par tout ce que vous dites. Tout à l'heure, on était assis à côté au maquillage et on ne s'est pas parlé et j'ai ressenti comme une sorte de présence évidente. Il y avait quelque chose de... Et là, depuis tout à l'heure, je vous entends tout raconter et je suis très perturbé parce que nous avons beaucoup trop de points communs. Entre un film qui sauve la vie, les couleurs très flashy, etc. Waouh. Donc, je pense qu'on dit l'art touche, l'art fait réagir, mais l'art peut aussi sauver. Soigner, sauver et faire des miracles. Alors, j'avais pensé à quelque chose, mais du coup... Et créer des familles aussi. Aussi. Et du coup, il y a cette chanson sublime de Sébastien Tellier qui, pour moi, c'est complètement ça. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence. Merci Charlie. Merci Charlie. Une réaction, Isabelle Carré ? Pardon ? Une réaction à cette chanson ? Oui, moi je suis complètement fascinée et le film le raconte aussi par les pianistes. Mon frère était pianiste, il improvisait. Voilà, encore un truc, c'est terrible. Un point commun, ouais. Et ça raconte ça aussi, c'est par la musique. On a dit qu'on pouvait mettre beaucoup de choses dans la peinture, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Moi j'ai des souvenirs quand j'étais petite de voir mon frère improviser au piano et c'était comme un punching ball, quoi. Ce piano, il improvisait à la Keith Jarrett. J'étais fascinée. Et quand je vois quelqu'un comme ça pouvoir faire des comme gammes, Charlie, avec autant de facilité, de légèreté, et des années de travail derrière. Mais c'est vrai que Charlie, on a de la chance de l'avoir et il nous bluffe chaque semaine, Margot. Et l'art-thérapie, d'ailleurs, ça peut révéler d'immenses artistes. Je pense à Yayoi Kusama, la grande peintre japonaise que tu connais. Fabrice, d'ailleurs, tu l'as rencontrée il y a pas longtemps. Et elle vit dans un hôpital psychiatrique. Et vous la connaissez, Isabelle Carré ? Oui, je vois très bien. C'est des ronds, des cercles partout. Et ça tombe bien, je m'appelle Carré, donc je peux en parler. Exactement. Le travail de Kusama est d'autant plus étonnant, c'est que on retrouve exactement les mêmes types de dessins dans des populations amazoniennes, chez des artistes amazoniens, des artistes qu'on appelle l'art tribal. Aujourd'hui, on dit l'art des First Nations. Et en fait, comme s'il y avait quelque chose d'inconscient qui travaillait. Et c'est ça qui est très fort, c'est le cerveau qui exprime l'art. Tout de suite, la claque
Comme chaque semaine, chacun des experts de la bande a 30 secondes pour nous expliquer la claque qu'il a reçue cette semaine, la claque artistique. Et on va commencer avec toi, Margot. Oui, Ali, moi, ma claque, donc cette semaine, c'est l'artiste Saip, un pionnier du land art. Il peint de façon biodégradable sur l'herbe. Et dès que l'herbe repousse, l'œuvre disparaît. J'aime cet artiste parce qu'il invente un monde idéal, calqué sur son imaginaire. C'est un rêveur, en somme, encore un, qui réalise des prouesses. Les échelles sont folles, mais la précision de ce qu'il fait, c'est chirurgical. On s'en rend pas compte en plus, mais c'est hyper physique de peindre comme il le fait. Et puis je l'aime aussi parce qu'il est engagé socialement, que toutes ses œuvres portent des messages écolos et antiracistes. C'est puissant, est nécessaire, c'est beau, ça rend addict, voilà. Moi, la terre vue du ciel, ça m'aime toujours. C'est 30 secondes. Ça claque. 30 secondes, merci. Fabrice. Alors moi, je vais vous parler d'un artiste suisse maniaque. Les Suisses sont souvent maniaques, qui s'appelle Ursus. On salue d'ailleurs tous les Suisses qui nous regardent. Salut les et qu'on aime et qu'on salue chaleureusement, oui. Qui s'appelle Ursus Verlier et qui a décidé de ranger l'art et le monde. Alors il prend un tableau de Magritte très connu avec une dizaine d'hommes avec des chapeaux melons et il les range en fonction de leur taille. Il prend un tableau de Kandinsky et qui est une constellation comme ça très onirique. C'est génial comme idée. Il le range par colonne. Et il va même jusqu'à aller ranger des feuilles mortes dans un bois avec le vent. Il leur court après et puis il les range par ordre très précisément. En fait, ce qui est génial dans ce travail, c'est qu'outre le côté un peu drôle, humoristique, mais c'est qu'en fait, ça parle du monde. C'est-à-dire que la vie et l'art, c'est le chaos. C'est pas le rangement, c'est le contraire. La vie vient par le chaos. Nathalie. Je renchéris sur ton chaos, mais moi, c'est un chaos intérieur avec une émission qui agite tout Montréal. C'est probablement une des plus grandes expos de la rentrée, qui est d'un artiste qui s'appelle Kent Monkman, qui appartient aux Premières Nations. Il est d'origine Cri. Son exposition s'appelle « L'histoire est dépeinte par les vainqueurs ». Et donc, il peint des sujets qui l'interpellent, qui viennent le chercher, entre autres la colonisation européenne, les traumatismes intergénérationnels, la crise climatique. Mais c'est qu'il le fait en prenant les codes de la peinture classique et en injectant de l'érotisme, en injectant de la violence, en injectant énormément de subversion. Et là, moi, ces deux toiles-là qui viennent complètement me chercher. Donc, c'est le cri et le chant d'adieu qui vous permet d'imaginer qu'est-ce qui se passait quand on arrachait les enfants autochtones à leur famille pour les envoyer à l'école des Blancs. Je vous en parle, j'ai la chair de poule. Comme on dit chez moi, ça fesse, ça fait mal, mais c'est important de voir ça. C'est Kent Nous Monkman. aussi, on a la chair de poule et merci de transmettre cette émotion. Lauriane, ta claque, 30 secondes. Ma claque, elle vous donne froid, elle est aussi humide parce que ma claque vient de Rotterdam, au tout nouveau musée Phoenix, un lieu qui s'intéresse aux migrations, puisque là d'où l'on vient et là où l'on va, ça façonne notre monde. Au cœur de ce musée, il y a ce qu'on appelle The Suitcase Labyrinth, un labyrinthe de vraies valises qui ont appartenu à de vrais gens et dont on a retrouvé la trace pour comprendre leur histoire. Et donc quand on est dans ce labyrinthe, eh bien, les valises se mettent à parler avec la voix de leur propriétaire qui raconte d'où ils viennent, ce qu'ils faisaient. Fort. Et là, oui, et ce qu'ils allaient chercher. C'est à Rotterdam. Ça se passe à Rotterdam, au musée Phoenix, qui a ouvert justement là cet été 2025. Et donc, on essaye de suivre la trace de ceux qui ont tout quitté pour aller chercher d'autres choses ailleurs. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux aussi, puisqu'apparemment, les claques, elles nous font toutes pleurer. Et si vous y allez, je pense que vous aussi, c'est magnifique. The Suitcase Labyrinth à Phoenix Museum. Donc, c'est au Phoenix Museum à Rotterdam. Merci, Lauriane. Et vous ? C'est super important d'avoir des expositions comme ça en ce moment pour montrer à quel point on doit être tolérant et accueillant vis-à-vis des migrants, parce que c'est des histoires en fait, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des gens qui... On remet de l'individu. Oui, là on remet de l'individu, des visages, des histoires. Ouais. Et sinon, mon choc de cette semaine, le voilà. Charlie ? Non, vous exagérez. Ça, c'est beau. Ça, c'est un très, très beau compliment. Qu'est-ce que je fais avec ça, maintenant ? Non, mais quand on a de l'émotion, il faut le dire. Démerde-toi, Charlie, à toi. De quoi ? Vous voulez savoir ma claque à moi ? Ma claque à moi ? Bon, alors, évidemment, c'est fou aussi. Mais avant... C'est pas obligé, hein. Non, c'est vrai, mais c'est quand même le cas. Si, il est obligé. Bon, j'ai 30 secondes, alors. 30 secondes, prenons-les bien. Top chrono. Moi, c'est un sculpteur italien qui s'appelle Riccardo Gatti. Regardez-moi ça. Son matériau de prédilection, c'est du marbre. Et on dirait vraiment de la dentelle, de la fumée, de l'eau. J'ai eu la chance de voir en vrai
et de toucher discrètement. En vrai, au Grand Palais, c'est cette œuvre, notamment C'est totalement interdit de toucher les œuvres. Oui, mais il m'a laissé, il était à côté de moi. Ah. Et il m'a dit, tu peux toucher si tu veux. Alors, malheureusement, il parlait pas de la sculpture, c'est moi qui ai loupé le coche. Mais c'était quand même très, très, très beau. Et lui aussi. Vous n'avez pas son visage, mais allez le voir sur les réseaux, son travail est vraiment fabuleux. Ben voilà, d'ailleurs, c'est la vidéo, c'est là où j'y étais. C'est sublime. Merci, Charlie. Isabelle, donc... il faut aller voir Les Rêveurs. Il y a aussi une expo à ne pas manquer qui se déroule au musée d'Orsay à Paris. Grande expo consacrée à un peintre américain formidable, John Singer Sargent. Qui est-il? Pourquoi est-il considéré comme l'un des plus grands artistes de sa génération? Si vous n'avez pas les bases, notre expert Alex Vizorek vous dit tout. C'est l'heure du Vizor Expert. Et aujourd'hui, nous allons parler de John Singer Sargent. Un peintre américain né en 1856 à Florence, en Italie, et décédé en 1925 à Londres, en Angleterre. Bref, un homme du monde. Sargent, c'est le portraitiste qu'on appelait quand on était riche et qu'on voulait être mince, beau, lumineux. C'est le meilleur filtre Snapchat du 19e siècle. L'un de ses portraits les plus controversés, Madame X. Sur la version originale, la bretelle de Madame X lui tombait de l'épaule. 20 ans après, ne pouvant l'exposer, il a repeint. Ironie du sort, aujourd'hui, le tableau est au Met de New York et voit défiler devant lui des flopées de touristes en crop top, shorts et claquettes chaussettes. Une autre œuvre, Fumée d'ambre gris, qu'on appelle aussi « Merde, j'ai chopé la crève, vite, une petite inhalation ». Autre portrait, celui d'Edmund Gosse. Il me ressemble un peu. Papa. Et pour terminer, ce tableau, Capri, peint en 1878. Pourquoi pour terminer? Parce que Capri, c'est fini. Capri, c'est fini. Merci Alex. Capri, c'est fini. En revanche, il y en a un qui commence et qui commence à peine. Je vais vous présenter notre nouvel invité. Il a 11 ans, il publie ses dessins sur les réseaux sociaux et il nous a tous marqués ici à la Grande Galerie Francophone. À partir de quel âge peut-on devenir artiste? Basile Alaoui est notre invité. Salut Basile. Et bienvenue. Je te présente Isabelle Carré et toute la bande. Installe-toi. On a découvert, Basile, tes dessins que tu postes sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, on a été scotchés. À quel âge est-ce que tu as commencé à dessiner? Du coup, moi, j'ai commencé à dessiner à 6 ans. C'est ma maman qui m'a appris à dessiner pendant le Covid-19. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas dessiner. Et aussi, je me suis mis à dessiner pour pouvoir réaliser mon rêve. Oui. Aller au Japon. Ah oui, d'accord. Oui. Donc toi aussi, tu es un rêveur. Il y a aussi le Japon, tant de points communs. Oui. Explique-nous pourquoi aller au Japon? Parce que le Japon, c'est mon pays de rêve déjà. Oui. Et j'aime bien la culture, la nourriture... et les habits, quoi. Est-ce que tu lis des mangas? Quelques-uns. Pour toi, Basile, l'art, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'en général, à ton âge, quand on est au collège, c'est des cours, on va en cours de dessin. Oui. Toi, c'est complètement autre chose. Pour moi, l'art, c'est une activité où on peut exprimer nos sentiments. Donc, dire ce qu'on pense, exprimer ce qu'on a dans la tête. Et moi, je dessine surtout au hasard, quoi. Au hasard? Je prends une toile et je me pose même pas la question et je dessine comme ça. Spontanément. On voit d'ailleurs tes petits bonhommes, tes personnages qui s'affichent sur l'écran. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ça représente des femmes, quelquefois des femmes nues. Parce que pour moi, les femmes nues, c'est de la liberté pour moi. Ouais. Je veux dire, justement, j'exprime la liberté d'être différent, en particulier sur mes dessins. Et du coup, là, on peut voir comment je dessine. Et voilà.
C'est très beau. Et Ali l'a dit, on Nathalie? a tous un coup de cœur. Et moi, je suis très heureuse de te rencontrer parce que j'adore ce que tu fais. Merci. Ben oui, on l'applaudit. Et c'est vrai que mais merci de répondre à cette question parce que je me demandais pourquoi tu peignais des femmes. Mais j'ai une autre question, en fait, c'est que des fois, tu peins en noir et blanc et des fois, c'est de la couleur. Et je me demandais qu'est-ce qui te faisait choisir entre la couleur ou le noir et blanc. Est-ce que tu le sais d'emblée ou c'est au courant de ton dessin là, que tu choisis? Avant de dessiner, je me dis tu vas faire en noir et blanc ou en couleur. Et direct, je me dis, on va faire comme ça, parce que sur la forme de la toile, je me dis, tu vas faire en couleur ou en noir et blanc. Et en fonction de la toile ou de ton humeur du moment? En fonction de la toile. En fonction de la toile, d'ailleurs, on va te voir dessiner puisque tu as apporté avec toi des toiles. Moi, j'ai une question, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de devenir artiste très jeune. On a tous en tête le cas d'école, Mozart, évidemment, et la musique dès le plus jeune âge. En revanche, dans la peinture, dans la sculpture, dans l'art, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent du tout. Moi, je ne connais pas d'artiste de l'âge de Basile. Alors, par contre, il y a eu, on sait tous que Picasso, enfant, à l'âge de 7 ans, commençait déjà à dessiner, qu'il a appris l'art de manière intense, il voulait devenir artiste. Il y a aussi un artiste belge très célèbre qui s'appelle Wim Delvoye, qui a fait une exposition il y a à peu près 3-4 ans qui s'appelait Early Works, travail de jeunesse, et c'était les œuvres qu'il avait fait, mais en tant qu'enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais à l'époque, il ne savait pas qu'il serait un artiste. Mais sa mère avait conservé tous ses dessins parce qu'elle se disait, il y a quelque chose. Toi, tu te dis, je suis un artiste, Basile? J'en suis qu'au début, là. Mais T'en es qu'au début? Oui. Mais par exemple, tout à l'heure, on a entendu parler de Miro. Oui. On vient d'entendre parler de Picasso. Est-ce que ce sont des peintres qui t'inspirent, par exemple? Oui, parce que quand j'étais plus petit, j'étais dans une crèche. Quand t'étais plus petit, c'est drôle. Quand... Je rappelle que t'as 11 ans. Ben oui, Ali. La semaine dernière. Il a déjà été plus petit. Quand j'avais 4 ans, 3 ans, j'étais dans une crèche où on apprenait beaucoup l'art et on représentait ce que dessinaient les peintres, surtout Miro, Basquiat et Picasso. Ah oui? Oui, et on avait commencé par Miro et je me suis inspirée de lui parce que il dessine... beaucoup de gens, quand ils me voient, ils disent « Ah on dirait les tableaux de Miro ». Est-ce que tu connais un artiste qui s'appelle Gaston Chessac? Non. Parce que moi, ça me fait penser beaucoup à Gaston Chessac, et aussi, puisque tout à l'heure on parlait de Kusama, aussi un peu un travail aussi qui est un peu lié à l'art brut, c'est-à-dire qui est très libre. On sent une liberté dans ton travail réel. Et d'ailleurs, on voit dans tes dessins, il y a des personnages qui sont de face, il y en a d'autres qui sont de profil. Oui. Tu connais le cubisme? Oui. Quand même, Mais à 11 ans, moi, je ne connaissais pas le cubisme. Picasso. Mais c'est Picasso à la oui. Basile, en tout cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de peintres qui ont cherché toute leur vie à retrouver ce trait de l'enfance, cette spontanéité de l'enfance. Je pense à Paul Klee, je pense à... Voilà, ils ont couru derrière cette spontanéité-là, ce premier jet de l'enfance. Je pense même que les plus grands artistes, en fait, sont des individus qui ont su conserver l'enfant qui était en eux. Et moi, j'ai une question pour le pro que tu es maintenant, OK? Parce que je pense qu'on connaît tous ici, là, un artiste. Il y a des mamans, il y a des tatas qui sont convaincus d'avoir le prochain Basile à la maison. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un talent comme toi et qu'on veut l'exploiter? Comment tu as fait, toi? Je fais des expositions. Ah ouais, Oui. naturellement, tu as raison. Évidemment. Quelle question, excuse-moi. Évidemment. Tu as déjà vendu des œuvres? Oui. Oui. Justement, comme je disais, mon rêve, c'est d'aller au Japon. Et justement, je vends mes œuvres pour pouvoir aller Financer au Japon. ce voyage? Oui, voilà. Eh bien, écoute, avis aux acheteurs. En tout cas, Charlie? Ah non, moi je suis scotché. Je pense qu'on ne se rend pas compte de qui on a en face de nous, en fait. Vous le pas normalement comme ça, mais moi je suis très très impressionné. Et puis c'est fou, la démarche déjà à 11 ans. C'est, tu vois, Miro, Picasso, Basquiat, et puis il y a toi, vous avez le même niveau. Hein. Pour moi, c'est exactement pareil. Tu n'as pas encore la conscience peut-être de la technique, mais tu fais ça tellement instinctivement. Vous avez le même niveau et tu iras encore plus loin. Et bientôt, le Japon t'invitera pour aller là-bas. Merci. Ça, c'est sûr. Ça t'inspire une musique?
là, je suis censé quand même être là pour un petit peu dire des conneries, faire rigoler, mais si vous invitez que des gens très profonds et touchants comme ça, j'ai plutôt envie de pleurer, quoi. Oui, mais tu peux aussi avoir envie de jouer. Je vais faire une espèce de mélange avec le... Parce que... une espèce de synthèse avec le choc du film et également l'enfance et les personnalités particulières. Moi, c'était tout simplement... Vous connaissez tous ça par cœur, c'est le film de Jane Campion. Isabelle, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? La leçon de piano, mais oui, la leçon de piano. C'est le film qui m'a sauvé. C'est bien choisi parce que dans la leçon de piano, ce qui est magnifique, c'est elle peut pas parler. Tout à fait. Elle est muette, mais elle parle, on l'entend en voix off avec une voix d'enfant. Et ça, c'est magnifique parce que là, elle a vraiment gardé cette part d'enfance. Des deux portraits là que j'ai vus. Et toi, tu joues du piano d'ailleurs? Oui, moi je joue du piano. Oui. J'ai envie que tu viennes. Bah, va rejoindre Viens. Charlie. Va rejoindre Charlie et puis ensuite tu reviendras dessiner avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous jouer à quatre mains, les amis? Il a tous les talents. Joue-moi ce que tu veux. Et puis on improvise dessus. Ça, il faut garder, parce que le jour où il vendra ses tableaux des milliards, moi je serai à côté, là, comme ça. Une espèce de vieille chose en combinaison. Voilà, c'était mon premier duo avec Basile Alaoui. Bravo! Un rappel. Bravo, c'est énorme. Basile, reviens sur le canapé avec Nathalie et Margot. Tu peux dessiner quelque chose? T'as quelque chose en tête? On va te faire beaucoup travailler pendant cette émission, mais en tout cas... Tu me la redonnes à moi après, OK? Oui. On continue, et si tu as envie de dessiner, en tout cas, n'hésite pas. Tu as tes toiles, tu as évidemment ton feutre. Et tes étoiles. Et tes étoiles, comme le dit si bien Charlie. On va continuer maintenant. J'aimerais vous présenter une artiste et j'aimerais vous la présenter de toute urgence. Elle s'appelle Roxane Banga et c'est la première à avoir exposé dans la Maison des Mondes Africains, aussi appelée Mansa. Mais qui est cette artiste dont tout le monde parle? Roxane Banga, en 3 mots, son portrait par Damien Cabrespine. Roxane Banga, en 3 mots. Mot numéro 1. Pluriel. Roxane Banga est une femme plurielle, une artiste multiple à l'image de ses racines culturelles métissées. Entre la Guadeloupe, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Dans son travail, Roxane Banga célèbre les identités et la diversité. Le regard, les femmes qui vous regardent. Mot numéro 2, tout. Roxane Banga imagine son art comme un tout. Un espèce d'oasis, un endroit où vraiment je me sens bien, où je me sens complète, je me sens sereine. Mode cinéma, design graphique, photographie, écriture, performance. Pour Roxane Banga, l'art est un combat et ne doit connaître aucune limite. Que ça sorte, quoi, limite que l'œuvre vienne te parler. Et enfin, mot numéro 3, rêveuse. Pour son projet intitulé Noir, Roxane Banga a imaginé la maison de ses rêves, un lieu qui accueille et recueille les paroles de femmes, un espace de répit et de repos. C'est ma maison rêvée, l'espace dont j'ai toujours eu besoin. Roxane Banga est une rêveuse qui entremêle le personnel et le collectif, une artiste qui aime créer des ponts et des points de connexion. Merci Damien et Roxane Banga est l'invité de la Grande Galerie francophone. Bienvenue Roxane, installez-vous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Isabelle et toute la bande et le public. Roxane, un mot pluriel, tout et rêveuse. Ce sont 3 mots qui vous conviennent si vous deviez en choisir un. Ça va être difficile, je dirais pluriel pour mes identités, ouais. Et d'ailleurs, votre exposition à la Maison des Mondes Africains, qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, s'intitule Noir, au pluriel. Noir avec des lettres majuscules. Exactement. Pourquoi ?
Noir en lettres capitales, parce que pour moi, c'est une manière de remettre les femmes afrodescendantes au centre, de crier que nous sommes là, nous existons, que nous n'allons nulle part, et surtout que nous sommes... Nulle part. Non. Nulle part dans le sens que oui, on est là, on a le droit d'occuper l'espace comme tous les autres corps, qu'ils soient non blancs, masculins ou autres. C'est étonnant la force de ce que vous dites avec calme pour dire un cri. Vous êtes d'accord, Isabelle ? Oui, mais c'est cette douceur qui gagnera, j'en suis persuadée. C'est la douceur qui l'emportera, oui. mais malgré tout, c'est un cri qui vous anime. Exactement. Donc noir, il faut le crier. Il faut le dire haut et fort. J'adore le fait, justement... Lauriane ? Ça me parle tout particulièrement puisqu'on partage un certain héritage. Je l'ai vu dans la liste des métissages qui te composaient. On parlait de douceur et justement c'est une exposition immersive noire. Vous avez investi le lieu avec des tapisseries, avec des livres issus de votre bibliothèque personnelle. Il y a des portraits de votre mère, de votre grand-mère, des jeux pour enfants. Et ça ressemble un peu à une sorte de maison. D'ailleurs, Isabelle, vous avez eu une réaction en voyant les images en disant « Ouais, c'est beau, c'est différent ». J'adore toutes ces couleurs. On a tellement besoin de couleurs. Quand on imagine un espace d'exposition, souvent c'est un peu de white cube, quoi, les murs blancs avec des tableaux dessus. Et je retrouve le rouge de mon enfance. Et de mon pull, je pense que c'est la thématique du jour. Et ça semble être finalement un refuge bienveillant et pourtant c'est aussi un lieu qui dénonce en fait la violence systémique et le racisme. Donc vous avez fait l'un de mes mantras préférés, l'intime et politique. Et cette dénonciation du pire, elle est d'autant plus impactante qu'elle a lieu dans un espace qui a l'air tout doux et hyper confortable. Comment est-ce que vous avez travaillé justement ce jeu d'équilibriste entre quelque chose qui a l'apparence de la douceur, mais qui est en réalité le vaisseau d'un message beaucoup plus politique? Ouais. Déjà, merci beaucoup. Je pense que pour moi, donc comme vous l'avez dit, Noir, c'est avant tout c'est ma maison rêvée, idéale, idéalisée, et elle part de moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui... Je dis les choses, je pense, avec beaucoup de calme, de douceur, comme vous l'avez dit, mais c'est avant tout aussi un espace où il est important de remettre au centre certains récits. Donc, Mais c'est très fort ce que vous représentez, parce que on voit ces images, on voit cette maison accueillante, joyeuse. Pourtant, vous parlez quand même de la traite négrière, de l'esclavage, de Ouida, qui est au Bénin, dans l'ancien Dahomey, qui était l'un des plus grands lieux de départ de ces personnes esclavagisées pour l'Amérique. C'est assez paradoxal. Expliquez-nous justement le contraste. Gardez la joie ou représenter la terreur avec des couleurs de joie? En fait, je pense que la joie, que l'intime sont des éléments tout aussi importants pour pouvoir justement parler de toute la douleur qui émane de nos corps, de notre histoire, qui est une histoire commune. On peut parler de la violence du racisme, de la violence systémique de plein de manières différentes. Et en fait, cette violence, elle ne quitte jamais nos corps, elle ne quitte jamais nos identités, la manière dont les personnes nous perçoivent. Et pour moi, le fait d'inviter les personnes à s'asseoir et à faire maison ensemble, c'est aussi une manière de pouvoir remettre les choses à plat et puis d'en parler de différents prismes. Vous dites, et c'est ça, dans les couleurs, voilà, c'est ce qui nous frappe énormément, mais parce que vous dites que les couleurs vous donnent la vie. Et c'est incroyable tout ça, mais est-ce que selon vous, l'art est le moyen d'exacerber nos émotions? Oui, complètement. Pour moi, le fait de travailler en faisant en sorte à ce que les 5 sens soient exacerbés,
c'est que comme ça, en fait, qu'on peut faire voyager les personnes dans des différents mondes et puis leur donner pas seulement à voir, mais aussi à vivre. Oui, ce que disait Lauriane, c'est immersif et c'est ce que ça signifie. Et puis vous travaillez avec la vidéo, avec la photo, avec des installations. Comment est-ce que vous en êtes arrivé justement à vous emparer de ces différents arts pour faire œuvre commune, pour créer justement cette installation qui a fait déjà pas mal de voyages dans le monde, puisqu'elle a été présentée à Paris, donc, mais à Londres, à Yaoundé, à Amsterdam aussi. Exactement. En fait, mon travail est pluridisciplinaire et il est pluriel comme mes identités. Oui. Donc pour moi, en fait, je fais le choix de ne pas choisir. De la même manière que je ne choisis pas entre le fait d'être une femme, d'être noire, d'être camerounaise, guadeloupéenne, etc. Je ne choisis pas non plus entre les disciplines. Et chaque discipline artistique elle dit quelque chose de plus dans mon œuvre. Votre exposition en fait inaugure un nouveau lieu important à Paris, qui est un grand centre d'art contemporain dédié aux cultures africaines et qui était réclamé, qui était demandé, qui est unique au monde. Est-ce que vous pensez que c'était important de l'avoir et qu'est-ce que vous pensez de la création de ce centre au cœur de Paris sur les cultures africaines? Ouais. Alors moi déjà, je suis née et j'ai grandi à Paris. Donc le fait de pouvoir inaugurer cet espace-là, c'est assez démentiel. Et aussi parce que Noir, je l'ai créé à partir d'un manque. Je l'ai créé parce que j'avais pas accès à des espaces qui disaient mes cultures. C'est-à-dire que je pense que quand on grandit comme ça, toujours en étant entre et en étant à la lisière de plusieurs mondes. Il y a le monde de l'intérieur de la maison et puis il y a le monde de l'extérieur. Et j'ai jamais justement eu accès à des espaces extérieurs publics dans lesquels je me sentais à l'aise complètement. En tout cas, on la recommande chaleureusement. L'exposition Noire, c'est désormais à la galerie 193 à Paris. On va retourner voir Basile. Où est-ce que tu en es ? Bah là, j'en suis au milieu. Au milieu, on peut voir. C'est beau, magnifique, je confirme. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est des femmes. Bah, toujours des femmes. Margot et moi. C'est nous deux. Toujours des femmes. Voisines. Toi, t'es à droite, moi, je suis au centre. Des femmes nues. Mais Basile, il me fait penser à Gainsbourg, en fait. Gainsbourg, avant d'être un grand chanteur, un grand parolier, il était peintre. Il était peintre et il a commencé à dessiner à peu près à ton âge et il dessinait des femmes de façon quasi obsessionnelle. Et vraiment, et d'ailleurs, ton lien avec la musique, cette pluridisciplinarité, tu as quelque chose de Gainsbourg, vraiment. Tu connais Gainsbourg ? Oui. Ok, je vérifie. Bon, en tout cas, on te laisse continuer, Basile. Les Rêveurs, c'est donc au cinéma. Merci infiniment, Isabelle Carré, d'avoir été notre invitée. Merci infiniment en tout cas à toutes les deux pour ce dialogue. Tout de suite, il est temps de retrouver Fascinant. Je vous invite au cœur de la grande exposition Amazonia qui se déroule au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. On va se poser devant un triptyque du peintre Bruce Rubio-Chourey. Fascinant, c'est Amazonia au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris jusqu'au 18 janvier. C'est un musée que vous adorez. On va retourner voir Basile. Basile, en tout cas, on a été très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup. Tu nous laisses ta toile, puisque dans quelques années, elle va valoir une fortune et qu'on aura été les premiers à t'accueillir et à t'entendre parler. Merci. Tu nous oublieras pas ? Non. Non, promis. En tout cas, merci Basile. Merci à tous.
Merci Roxane Banga, merci infiniment Isabelle Carré. Rêveur, c'est au cinéma et il faut absolument aller le voir. Merci à tous, merci de nous avoir accompagnés, merci les amis. On se retrouve en replay sur le site de TV5 Monde, sur l'appli et quand vous voulez sur les réseaux sociaux. On va se dire au revoir en musique. Isabelle, on vous a demandé quelle chanson vous mettez en joie et vous avez choisi, Charlie est là. Qu'est-ce qu'elle a choisi, Isabelle Carré? Somewhere over the rainbow. Et après toutes ces couleurs que nous avons énoncées, je tombe que ça tombe sous le sens quand même, non? Vous voulez la faire avec moi ou pas? Moi, je sais pas jouer du piano. Et moi, je ne sais pas chanter, alors on va pouvoir s'aider. Somewhere over the rainbow, way apart, there the land that I heard of once in a lullaby.